Petit aperçu sur le triangle de Karpman, histoire comme ça de comprendre ce qui peut se passer dans notre vie à tous ou peut-être dans votre vie personnelle. Le fameux triangle de Karpman. Alors qui était Stephen Karpman? C'est un élève de Eric Berne. Et Eric Berne, certains d'entre vous le savent certainement, c'est vraiment le père fondateur de ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Ce fameux triangle de Karpman, il explique les jeux de pouvoir, ces oppositions pathologiques qui existent dans des couples, dans des entreprises, ou même de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus perceptible, parfois, au niveau des jeux politiques. Alors, ce triangle de Karpman, il est composé, bien évidemment, de 3 points. Que retrouve-t-on sur chacun de ces points? Pour qu'il y ait ces jeux pathologiques, Karpman a défini qu'en fait, il y avait vraiment des profils qui créaient ce triangle. Il y a la victime, et on va voir ce que c'est. Il y a celui qui prétend être le sauveur, et on va voir aussi que c'est pas forcément un sauveur, et il y a celui qu'on appelle le bourreau. Voilà. Et alors les trois, ensemble, ils se nourrissent, ils s'auto-nourrissent, ils entretiennent leur pathologie. La victime, elle a besoin d'être victime, elle a besoin qu'on l'écoute, elle a besoin de se plaindre, elle a besoin de toujours trouver quelque chose qui va pas. Alors c'est formidable parce que ce scénario de vie, puisque dans l'analyse transactionnelle on retrouve les différents scénarios, eh bien ce scénario de vie lui permet de mettre les autres et de manipuler les autres pour les mettre en état de dépendance. Ça lui permet d'avoir de l'emprise en se plaignant. Je vais faire simple, je vais faire synthétique, je vais faire court, parce que vous pourrez vous acheter un livre merveilleux d'Eric Berne qui s'appelle « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» et qui vous explique tout ça dans les moindres détails. Donc la victime se nourrit de son malheur, et quand elle n'a pas de malheur, elle va en chercher, elle va en trouver. Ah oui, alors c'est donc la proie, la nourriture pour le sauveur. Parce que le sauveur, selon Karpman, c'est celui qui a besoin de sauver. C'est plus fort que lui, il a besoin de sauver les autres. Il a besoin de victimes. Et dès qu'il voit une victime, il lui dit « T'as besoin de moi, il faut, tu dois ». Et alors ça, des sauveurs, on en a plein les pages de Facebook, des gens qui ont tous la solution magique. Et alors les victimes se reconnaissent et elles courent voir le sauveur. Et le sauveur se nourrit de cette relation avec des gens qu'il met en position de victime. Le sauveur de chacun, c'est nous-mêmes, c'est pas l'autre. À qui je vais remettre mon pouvoir, le pouvoir de ma vie, le pouvoir d'exister, à quelqu'un d'autre ou à moi-même? Il y a des vrais sauveurs et il y a des faux sauveurs. Le vrai sauveur, il n'est pas dans le triangle de Karpman. Il est à l'extérieur, je l'appelle le libérateur. Alors, on a là donc une relation victime-sauveur qui s'entretient, qui s'auto-nourrit les uns les autres. Et puis, on a le bourreau. Le bourreau va créer des victimes. Le bourreau, c'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir ou qui obéit à un pouvoir. Les 3 scénarios obéissent à un pouvoir. Le pouvoir de manipuler, de mettre en dépendance. Ah tiens donc, le pouvoir de manipuler, de mettre en dépendance, et le pouvoir de manipuler et de mettre en dépendance. Alors vous voyez, quand les 3 se rejoignent, très souvent, on peut dire aussi que, comme dans certaines organisations, comme dans certaines relations, il y a un pouvoir extérieur qui prédomine. Un pouvoir piloté par d'autres qui vous dit « Toi, tu vas être victime, toi, tu vas être sauveur, et puis toi, tu vas être bourreau. » Donc il y a un centre de pouvoir qui se balade sur ce triangle pour influencer et diriger les autres. Donc le bourreau, il va se trouver une victime. Et il se dit, mais j'ai pas assez de victimes, là, il me faut plus de victimes. Alors comment est-ce que je peux créer des victimes? Ah, zut alors. Encore que, si, il y a une façon de créer des victimes, c'est de créer la peur. Donc si je crée la peur, les gens qui ont un profil de victime ou un scénario de victime, c'est formidable. Ah,
subitement arrive la peur. Ah mon Dieu, que ça fait du bien, je suis enfin une victime reconnue. Hein, le bourreau me dit que je suis une victime. Et le sauveur arrive en disant, tu vois que tu es une victime et je peux te sauver. Vous voyez un petit peu tous ces jeux qui existent. Évidemment, ça n'a strictement rien à voir avec ce que nous vivons actuellement en 2020, 2021, 2022, peut-être 2023, 2024, parce que tant qu'on va rester victime, eh ben, les sauveurs et les bourreaux vont s'en donner à cœur joie, c'est évident. Bien, alors donc le bourreau, il va créer des victimes et donc il va nourrir le sauveur en même temps. Donc le bourreau et le sauveur, dans certaines situations, ils sont complices. Je dirais même plus que ce qui se passe, vous ne me croirez peut-être pas, mais parfois le bourreau, il enfile son habit de sauveur et il dit « Je t'ai fait peur, j'ai créé une situation catastrophique, tu es une victime, tu as besoin d'un sauveur, je suis ton sauveur. » Alors qu'en fait, dans le discours, il se présente comme le sauveur, mais dans les actes, il est un bourreau. Donc le bourreau a revêtu son habit de sauveur pour faire croire à la victime qu'il va la sauver. Vous voyez un peu ce jeu? Alors on retrouve ça aussi dans les couples, hein, où en fait celui qui arrive face à une victime joue les sauveurs. Alors on dit, la victime dit ah, il est magnifique ou elle est magnifique, elle est extraordinaire, alors qu'en final c'est un ou une bourreau qui avait revêtu son habit de sauveur. En clair, ici, on a le pervers narcissique dans toute sa splendeur. Et le pervers narcissique ne supporte pas qu'on lui échappe, ne supporte pas de ne plus avoir d'emprise sur sa victime. Et il y a même une chose extraordinaire, c'est que le sauveur narcissique, qui est un bourreau, plus la victime va être réfractaire et va refuser d'être victime, plus il prendra des décisions complètement folles et irrationnelles, donc je répète que ça n'a rien à voir avec la situation actuelle, de telle sorte que il veut soumettre sa victime. Et à chaque fois qu'il prend une décision irrationnelle, en fait, il teste le niveau de soumission de ses victimes. Et là, les sauveurs s'en donnent à cœur joie. Et ils te disent, j'ai la solution, je sais comment je peux te sauver. Et tu dois m'obéir, il faut que tu fasses ça. On les retrouve sur les plateaux de télévision, on les retrouve un petit peu partout, qui disent, il faut, tu dois obéir, soumets-toi, hein, soumets-toi et je vais te sauver. Plus les gens sont dans cette dimension-là, plus en fait, vous devez vous poser la question de savoir si, par hasard, ce ne serait pas des bourreaux. Est-ce que pour vous, bon, c'est un peu synthétique évidemment, c'est un petit peu caricatural, mais est-ce que ça vous éclaire sur certains jeux qui pourraient avoir lieu dans votre vie? Peut-être? Posez-vous les bonnes questions. Il y a des vraies et des fausses victimes. Il y a des vraies victimes qui ont un scénario de victime qui leur a été implanté par leur entourage dès la naissance. Hein, t'es bon à rien, t'y arriveras pas, t'es pas capable, etc., etc. Donc elles sont un peu coincées là-dedans. Et beaucoup vont évidemment rechercher un sauveur, alors qu'en fait elles doivent rechercher un libérateur, ce qui est tout à fait différent. Et un libérateur, c'est pas quelqu'un qui va lui dire tu dois, il faut. C'est quelqu'un qui va lui faire prendre conscience, intelligemment, de qui elle est, de qui il est, et de pourquoi il a le droit de s'en sortir. Et puis, donc je disais, il y a des vrais et des faux sauveurs. Le vrai sauveur, en fait, il n'est pas dans ce jeu-là. C'est un libérateur. Il n'a pas besoin de trouver de victime. Alors, il offre, il accueille, il est ouvert, il écoute, ok. Et après, eh ben, les victimes qui veulent s'en sortir, elles acceptent de ne pas être manipulées, de ne pas être téléguidées et d'être libres. Et puis il y a les bourreaux. Alors ça,
Malheureusement, il y en a plein dans l'histoire. Ils ont besoin de victimes et ils ont besoin de sauveurs. Alors comment le bourreau, lui, maintient son pouvoir? Eh bien, il va déguiser un certain nombre de gens en sauveurs. C'est-à-dire que si je prends ça à l'échelon d'une nation, on va dire à un certain nombre de gens qui travaillent dans la santé, dans la police, dans la réglementation, dans l'administration, j'ai besoin de vous pour sauver le peuple. Et chacun va accomplir sa tâche en croyant être un sauveur, alors qu'en fait, il est au service du bourreau. Alors, les gens sont pas dupes, seulement ils sont coincés parce qu'ils ont un poste, ils ont un salaire, ils ont des dettes et ils doivent faire face à la situation. Donc le bourreau, il délègue. Il délègue en fait à des gens et qu'il présente comme des sauveurs son rôle de bourreau. Et il dit, mais moi je suis pas bourreau. Ah non, je suis pas bourreau. D'ailleurs, le bourreau, c'est pas moi. Le bourreau, il est à l'extérieur. Le bourreau, c'est qui? Eh ben, ce sont ceux qui ne veulent pas m'obéir. Parce que, évidemment, le bourreau, dès qu'il commence à être reconnu, il se cache. Il a peur. Car en fait, toutes ces personnes-là sont des gens qui vivent dans la peur. Surtout la peur de perdre leur pouvoir. Car le pouvoir est une pathologie qui en fait est au-dessus de l'argent. Est-ce qu'on peut s'en sortir? En fait, si celui qui a été désigné comme sauveur par le bourreau se retourne contre le bourreau il va mal. Si celui qui n'obéit pas au bourreau et au faux sauveur reste ferme sur ses positions, il va leur faire péter un câble. Si ces victimes, conscientes ou inconscientes, volontaires ou non, on s'en fout, on n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour interpréter. Si elles veulent s'en sortir, où elles se trouvent un libérateur, où elles se trouvent des gens qui ont refusé d'être victimes. Et c'est là où se trouve la réponse. C'est d'être ensemble avec des gens qui ne rentrent pas dans ce triangle de Karpman. Qu'est-ce qu'on voit depuis 2 ans? C'est vrai, je vois de la manipulation. Je vois des gens qu'on traite comme victimes, qu'on a transformés en victimes, qu'on a obligés à être victimes. Je vois des faux sauveurs et je vois des bourreaux. Je vois des grands manipulateurs en train de créer la peur. Et c'est facile, puisque depuis des centaines d'années, on a toujours considéré le peuple comme des victimes. On leur a dit, ne vous occupez de rien. On va vous venir en aide. On va éduquer vos enfants. On va vous donner des subventions. Résultat, ça fait des centaines d'années qu'on transforme les peuples en victimes potentielles. Alors quoi de plus facile que de faire apparaître la peur pour transformer les peuples entiers en victimes? Alors pour ça, il y en a qui sont très forts, ils orchestrent la dissonance cognitive, l'hypnose collective. On répète comme un mantra. Voilà dans quel état vous êtes. Voilà dans quelle situation vous êtes. Voilà le contexte mortifère dans lequel vous vous retrouvez. Vous n'êtes que des victimes. C'est de votre faute. Mais on a la solution. Et vous êtes obligés de la subir. Il y en a qui se sont mis à réfléchir. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé les liens relationnels et les liens affectifs. Faut pas réfléchir. Parce que si on réfléchit, on pourrait sortir de la situation de victime. Ceux qui ont refusé d'être victimes, ce ne sont pas des gens qui sont en opposition à ceux qui sont devenus victimes. Bien au contraire, souvent, ils les accueilleront et ils pourront jouer le rôle de libérateur. Mais ça, c'est ma réflexion de vieux con humaniste. Parce que ce que je vois, en fait, je vois en ce moment des humains qui se montent les uns contre les autres. Je vois des familles se diviser. Je vois des amis se détruire. Mais qu'est-ce qui se passe? On est dans une guerre de religion ou nous sommes tombés dans un système manipulatoire qui est en train de nous détruire? Alors c'est important pour ça de chercher, de réfléchir, de regarder les écarts entre les discours et les comportements.
J'aime regarder tous ceux qui sont pour et tous ceux qui sont contre. J'aime aller sur le terrain, poser des questions, voir la réalité, voir la vérité. Je dois sortir du triangle pour aller voir à l'extérieur, de l'extérieur, qui est le bourreau, qui est le sauveur. Sinon, je n'ai qu'une seule vue. De temps en temps, je me dis que je suis dans un film de science-fiction. Ce que je constate aussi, c'est souvent l'incapacité de discuter en toute bienveillance. S'asseoir ensemble, sortir nos arguments, parfois même en rire. Et puis ce que je vois de plus en plus tous les jours sont ces fameux bourreaux qui pètent un câble, qui prennent des décisions complètement irrationnelles, assis, debout, couchés. Des bourreaux qui en fait testent le degré de soumission des victimes pour voir jusqu'où ils peuvent aller. En fait, ils mesurent s'ils sont en danger ou pas. Alors tant que les victimes ne bougent pas, ils continuent. Ce qui les emmerde, ce sont ceux qui sont là et ceux qui sont là. Alors on va les transformer, ceux-là, en bourreaux. Et on va dire aux victimes que les bourreaux, c'est eux. On va essayer de monter ceux qu'on a transformés en victimes contre ceux qui refusent d'obéir aux bourreaux. C'est aussi simple que ça. Je me pose des questions. Et vous? Est-ce que vous vous posez des questions, histoire de réfléchir ensemble? À bientôt.